Bonjour à tous, ici Audrey Potiès-Lénard, consultante en communication. Comme chaque mercredi, j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un, un ami, un expert dans son domaine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie et de fierté que je vous présente Ronald Dinal. Bonjour Ronald. Bonjour Audrey, très Est-ce content d'être là. Oui, merci, moi aussi. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais, ta spécialité, tes spécialités pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous rejoignent dans cette interview? Alors, actuellement, je suis banquier, je m'occupe principalement des particuliers, je m'occupe à la fois de des assurances, des financements pour les particuliers, pour leurs projets d'immobilier, leurs projets personnels. Donc ça, c'est mon activité en tant que salarié. Sinon, à côté, j'ai l'occasion de conseiller des entrepreneurs sur leur stratégie d'entreprise. Et je suis passionné, parce que je suis passionné de stratégie, de marketing, et enfin de finances personnelles. Voilà. Donc, c'est un petit peu toutes les casquettes que j'ai aujourd'hui, et peut-être d'autres. Bon, ben, donc en tout cas, c'est le domaine, ce sont les sujets qu'on va traiter et modestement, mais on espère en tout cas qui vous apporteront eh bien, des pistes, des clés pour tous ceux qui nous écoutaient. Déjà, en premier lieu, je tiens à m'excuser puisque cette vidéo, cette interview devait avoir lieu en live et elle a lieu un peu plus tard que prévu puisque nous avons rencontré malheureusement une seconde fois des problèmes techniques, mais de toute façon, si vous nous entendez, c'est que nous avons trouvé des moyens pour que vous puissiez avoir le contenu de cette interview. Malheureusement, nous n'avons pas vos réactions en live, mais vous pouvez les écrire en commentaire et nous Mhm. ferons un plaisir d'y répondre, même si c'est en différé. Donc voilà, en tout cas, peut-être que vous allez nous rejoindre en cours de route, mais nous avançons dans cette découverte. Alors déjà, ben, première question par rapport à toutes tes spécialités et tes passions, Ronald. Toi, Mhm. en tant que porteur de projet, mais aussi spécialiste en stratégie et en finance, comment tu vois cette période de confinement et qu'est-ce que tu peux préconiser à tous ceux qui ont un projet, qui entreprennent comme conseil pour vivre cette période? Ouais. Alors, je ne vais pas forcément être technique, parce que je ne veux pas, j'aime pas être technique pour ne pas perdre tout le monde. Bon, forcément, ce confinement vraiment est quelque chose de vraiment d'inédit qu'on vit. Ça vraiment, ça nous encourage à penser différemment, à innover. Et en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est vraiment innover, repenser votre entreprise. Alors, pour les créateurs de projets, je crois que enfin, même pour les entrepreneurs, je crois que le confinement, c'est une réelle opportunité de vraiment préparer son projet ou de le repenser. Euh, Tout d'abord, je donnerais quelques astuces pour les porteurs de projets. C'est d'abord travailler sur ce que j'appelle avec un outil qui s'appelle le Business Canva. Je ne sais pas si tu connais. On a pu échanger un petit peu tout à l'heure, tu as un petit peu regardé. C'est vraiment une sorte de matrice qui permet de pouvoir présenter à n'importe qui, que ce soit son banquier, que ce soit son comptable, que ce soit un ami, présenter son projet, son business de manière claire. Donc, vous pouvez retrouver ces éléments souvent sur YouTube ou sur Google, bref. Et ça permet vraiment, je vous invite vraiment à vraiment poser votre business sur cette matrice-là. Elle est extrêmement utile et ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Donc ça, c'est le premier point que je conseillerais. Dans ce business-là, je crois qu'il y a une chose qui est vraiment dans le confinement qui me saute aux yeux et je pense à beaucoup d'entrepreneurs, c'est vraiment penser digital. Penser vraiment, il faut absolument que les entreprises qui ne l'ont pas fait, et je pense que vraiment, ils sont pénalisés, que ce soit dans le business physique que le business en ligne, penser, enfin plutôt plus même le business physique, c'est pendant penser digital. Alors, qu'est-ce que Qu'est-ce que je tu dis? veux dire par pensée digitale? Alors, quand on dit penser digital, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des services vendus par Internet. D'accord? Je vais donner un exemple je vais vous donner un exemple.
on peut être coiffeur, par exemple. Et être coiffeur, c'est un business tout à fait physique. On va chez quelqu'un, on coiffe, ou quelqu'un vient dans un salon. Le problème du confinement aujourd'hui, c'est que forcément, certains, comme le coiffeur, si tu es coiffeur, ton salon de coiffure est fermé. Ou tu ne peux pas, si tu es coiffeur à domicile, tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Et quand je dis pensée digitale, c'est de pouvoir proposer des solutions, des produits, même voire par exemple des produits d'information que tu pourrais vendre pendant ce confinement et même après, en ligne, pour pouvoir justement développer ton entreprise. Ne pas se focaliser sur une seule chose. On dit souvent, en fait, en entrepreneuriat, le danger numéro un, le chiffre, le pire en entrepreneuriat, c'est le chiffre 1. Avoir un client, avoir un fournisseur, avoir... voilà. Et donc, le digital permet vraiment de pouvoir développer sa clientèle. Et je pense que c'est, en tant que banquier, et mes collègues ont échangé sur le sujet, les business qu'on va, dans l'analyse des financements d'entreprises, de projets, je pense qu'on fera très, très attention au business model et le fait qu'ils soient en ligne pour pouvoir justement éviter ces problématiques qu'on pourrait avoir une deuxième ou troisième fois. Alors, quel est l'équilibre finalement à avoir entre, d'un côté, ne pas avoir qu'une carte à jouer, dirons-nous, et de l'autre, ne pas trop s'éparpiller, mais de rester quand même assez focalisé sur son offre de service? Alors, je vais juste reprendre par exemple le business de... Alors, enfin, la répartition, je pense que c'est à vous c'est vraiment à l'entrepreneur de voir parce que je pense que la répartition se fait par rapport au temps qu'on veut donner à son entreprise et comment on le voit, la vision. Euh, Ce qui est très bien dans un business, enfin en tout cas dans une entreprise qui vend des produits en ligne d'information, c'est que forcément c'est quelque chose qui peut être automatisé. Donc on peut se concentrer, si tu veux, sur la partie physique et pouvoir automatiser toute la partie Internet. Après, c'est vrai que si par exemple, si je reprends l'exemple du coiffeur, si on vend des produits comme des produits shampoings, etc., euh, en faisant de l'e-commerce, par exemple, ça peut demander du temps. Il faut nécessairement déléguer. On ne peut pas tout faire, vous ne pouvez pas tout faire, donc il faut nécessairement déléguer cette activité. Mais je pense vraiment qu'il faut être innovant aujourd'hui, donc il faut diversifier ses revenus. Et vendre en ligne, je pense que c'est une des meilleures stratégies. Quand je vois aujourd'hui, je peux donner un exemple flagrant. Je vais commander des plats le midi. Donc, je vis à Marseille, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Marseille, je travaille à Castellane, et à le rond-point de Castellane, et beaucoup de restaurants sont fermés. Et il y en a certains qui sont ouverts. Et justement, je dis, mais c'est génial que vous puissiez rester ouvert pendant le confinement. Et il dit, bah, écoutez, oui, parce qu'on a une application où les gens commandent chez nous. Et en fait, il y a c'est vrai qu'il y a des allées de scooters qui viennent récupérer leur repas et pour les livrer. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et il me dit, bah, par exemple, le jeudi, ils vendent 300 repas à l'hôpital, pas très loin. Et j'ai halluciné. Et je trouve ça excellent. Et donc, c'est l'un des seuls restaurants autour de Castellane, qui est rond-point Castellane, qui est ouvert. Donc, voilà. Alors, merci pour ce Donc, la commentaire. répartition, comme tu dis, Vas-y, vas-y. oui, je disais que la répartition, c'est vraiment à voir. La répartition, c'est à vous de voir. Mais l'objectif, je pense, c'est un point dans la réflexion de son business là, pendant ce confinement, c'est ne pas penser qu'à un produit, mais diversifier. Ou en tout cas, vraiment penser digital. D'accord. Alors, Voilà. merci pour ce conseil qui est autant valable, on dira, pour un porteur de projet qu'un entrepreneur. Maintenant, tu nous donnais cet outil pour faire le business model Canva. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en termes de, comment dire, de finances sur l'étude de marché quand on est porteur de projet, l'approche en fait, business plan, comment Oui. faire un business plan qui est en tout cas réaliste par rapport à ce qui m'attend? Alors dans le business plan, et moi, j'en parle parce que aussi j'ai un projet d'entreprise et je suis en plein dedans.
et j'ai eu l'occasion de pouvoir justement faire des recherches sur le sujet. Euh, Dans la pensée des business plans, on pense souvent d'abord chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires que je vais faire? Quelles sont les charges, etc., les fournisseurs. Je pense qu'il faut s'y prendre un peu à l'envers. Je finis, c'est donc chiffre d'affaires, charges, et regarde ce qu'il nous reste. Euh, je pense qu'il faut vraiment aller à l'envers. C'est plus, en fait, penser à se poser la question combien je veux gagner. À partir du moment que tu sais combien tu veux gagner, tes objectifs, il y a une règle, par exemple, que j'ai apprise il n'y a pas longtemps, c'est que selon le business qu'on a, je prendrais, si on a un business qui a beaucoup de charges, il y a des employés, il faut que tu multiplies tes revenus, les revenus que tu vas avoir par 6, et tu as le chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà le premier point, c'est de vraiment de se dire combien on veut gagner, et à partir de là, multiplier par un coefficient, 6 pour ceux qui ont plein de charges et qui ont un business physique, et peut-être 3 pour ceux qui ont, par exemple, un système de vente de produits en ligne, etc., qui ont en tout cas moins de charges. Et à partir de là, ça donne à peu près le chiffre d'affaires. Ce coefficient englobe les charges en général. D'accord? Et donc, quand tu as le chiffre d'affaires, c'est de se dire, voilà, je sais les chiffres d'affaires que je veux faire, comment je peux arriver à cet objectif-là? Comment je peux arriver à atteindre ce chiffre d'affaires? Et là se pose la question, voilà, du business. On a parlé, je pense que l'objectif, c'est vraiment de donner la valeur. Attends, il y a plusieurs points. Il y a le positionnement déjà. Le positionnement, comment tu te positionnes dans ton entreprise, dans le positionnement. Est-ce que tu choisis forcément des clients, on va dire le grand public, ou tu choisis des clients haut de gamme? euh, Et je parle à la fois pour les créateurs enfin, les porteurs de projets, mais aussi les entrepreneurs qui peuvent aussi se repositionner aujourd'hui sur en tout cas, y réfléchir sur leur positionnement. C'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Euh, Est-ce que mes clients, vraiment, est-ce que les produits que je rapporte, que je vends, ont autant de valeur pour les clients? Est-ce que ça me rapporte? Est-ce que j'ai assez de marge aujourd'hui par rapport à ça? Oui, parce Est-ce que que je dois pas me repositionner? pour apporter une précision à ton propos, c'est qu'effectivement, selon comment dire, le budget, ce que l'on veut gagner concrètement, la grille qu'on s'est fixée, effectivement, les journées ne font que 24 heures. Donc, je vais devoir choisir, me positionner. Si, mettons, je veux gagner, on va mettre des chiffres un peu au hasard. Je me dis, voilà, pour vivre, il me faut, en tant qu'entrepreneur, 3 000 euros par mois. Donc, avec ton calcul, ça veut dire que je dois multiplier par 3 ce chiffre d'affaires, on est d'accord? Oh, par 6. Donc, c'est soit 9 000 euros de chiffre d'affaires ou 18 000 euros de chiffre d'affaires. Et comment tu fais ça? Donc, du coup, voilà, on veut faire tourner, on parlera aussi de trésorerie plus tard, mais du coup, effectivement, je dois me positionner, choisir quel public, quel type de clientèle, quel produit, quel service je vais proposer et à quel prix pour que ça puisse tourner. C'est ce que tu es en train de nous expliquer, en fait. En effet, je vais donner un exemple. J'ai eu l'occasion de rencontrer un traiteur qui faisait justement, qui vendait en tout cas, qui vendait ses services plus à un public, on va dire, moyenne gamme, plus grand public. Et il travaille énormément. Et il me disait qu'il était extrêmement fatigué, extrêmement fatigué. Il a changé son business model. Il a dit, voilà, moi, je veux travailler avec des gens qui ont du haut de gamme, je veux travailler à domicile et vraiment choisir des mets vraiment un peu plus précieux, en tout cas, voilà, beaucoup plus riches. Et en fait, il a trouvé sa clientèle. C'était en Guadeloupe, et c'est vraiment, ça, c'est vrai. On était à la plage quand il s'est présenté. Et en fait, voilà, il a vraiment repensé son business et il me dit, voilà, je travaille entre guillemets moins, mais je gagne beaucoup plus et je suis beaucoup plus heureux. Et quelquefois, on a tendance à avoir peur de changer de business en disant, ouais, si je fais des produits plus chers, je vends mes produits plus chers, peut-être que je perds des clients. Mais il y a quelquefois ce qu'on appelle en élasticité en marketing, c'est-à-dire qu'il y a un point où forcément, on peut modifier les prix, où il y a un point forcément, ça va s'éclater. Mais en modifiant ses prix, ou peut-être en augmentant ses prix, donc augmentant ses marges, il est possible peut-être qu'on perde un peu de clients, mais aussi qu'on gagne un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Donc,
Cela veut dire va falloir réfléchir sur son produit, réfléchir sur son positionnement, comme je disais, sur sa cible et sur la valeur qu'on donne, donner la valeur au client, vraiment de la valeur. Moi, c'est vraiment le point important que je travaille aujourd'hui, que je me pose comme question. Comment, comment puis-je donner le maximum de valeur aux clients pour qu'ils se disent je suis prêt à payer beaucoup plus parce que ce gars m'offre quelque chose d'excellent. Et même moi, en tant que client, quand vraiment quelqu'un m'offre un service excellent, je paye. Je paye. Je dis waouh. Alors justement, là, tu nommes plusieurs fois ce mot de valeur. Donc, quand on parle de valeur, d'apporter de la valeur à notre service, on parle de quelque chose de qualitatif finalement. Qu'est-ce que c'est quoi pour toi la valeur? C'est quoi la valeur d'une entreprise? Pourquoi tel entrepreneur, telle entreprise apporte une valeur ajoutée? C'est quoi cette notion en fait et surtout comment après elle se budgétise? Alors, la valeur, il y a plusieurs complexes. La valeur pour moi, c'est tout bête, hein. C'est vraiment de répondre à un problème d'un client. Répondre à un problème. J'entends beaucoup quelquefois des gens qui me disent ouais, j'ai des idées, ok. Mais est-ce que tu réponds vraiment à un problème de client? Est-ce que vraiment tu réponds à un problème? Est-ce que c'est un problème que le client est prêt à payer? Au-delà de répondre à ce problème, c'est aussi je dirais, anticiper les freins que le client peut avoir. Alors, juste avant de parler de on va en parler tout de suite. Anticiper les freins. Je te donne un exemple. J'ai vu un jeune homme qui vendait une formation pour des gens qui voulaient devenir consultants en stratégie digitale pour les commerçants locaux. OK. J'ai trouvé son offre excellente. C'est-à-dire qu'il donne toute la stratégie aux consultants pour pouvoir trouver des clients pour les commerçants. Les commerçants, ce qu'ils recherchent, c'est des clients. En général, si les commerçants ne connaissent pas, ne savent pas utiliser le digital, Facebook, Instagram, ne savent pas faire la publicité Facebook, ne savent pas utiliser toutes les solutions digitales pour pouvoir attirer les clients. Et donc, en fait, il explique ça, il explique comment faire. Mais en tant que consultant, si tu es un jeune consultant, tu ne connais pas trop la technique, tu peux dire oui, mais c'est intéressant, mais je ne suis pas doué en technique. Et là, le formateur dit, bon, tu n'es pas doué en technique, ben sache que j'ai anticipé ça et je t'ai préparé toutes les publicités Facebook, toutes les publicités YouTube, tu as tout en clé en main. Ce qui se passe, c'est que le consultant se dit, le futur consultant se dit, ok, non seulement j'ai une formation qui me donne une stratégie, mais en même temps, il me donne déjà tous les outils. Et donc, en fait, c'est ça le truc, c'est tu réponds à un besoin qui est de développer une entreprise concernant un porteur de projet, là, qui veut être consultant, et tu lui donnes les outils, donc tu anticipes ses freins en les outils, en clé en main, qui va baisser, en fait, ses objections. Et donc là, tu réponds à une valeur, et tu réponds à la fois, et tu réponds à des objections. Et c'est vraiment ça à faire. Donc, je comprends vraiment les entrepreneurs et les porteurs de projets vraiment à penser comme ça. Pour toi, si je résume, cette notion de valeur se traduit par faciliter la vie à ta clientèle. Oui. Et ça se paye. Et ça se paye. Et je prends souvent, et j'ai vu, il y a un marketeur qui dit souvent, ça se paye, ça peut se payer très cher. Il y a un marketeur qui dit souvent, il prend l'exemple de la bouteille d'eau. Si tu vends une bouteille d'eau, je sais pas moi, à Paris, la bouteille d'eau va valoir, petite bouteille d'eau, ça vaut quoi? C'est 17 centimes, quelque chose comme ça. Allez, 35 centimes. La personne, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de problème pour avoir de l'eau. Donc, elle va dire, bah non, j'en veux pas. Non, tu vends ta bouteille 1 euro. À Paris, elle va dire, non, c'est trop cher parce que je peux avoir moins cher. Maintenant, vends cette bouteille dans le désert. La personne en a besoin. C'est un réel problème. J'ai soif, j'en ai besoin. Là, tu peux la vendre 100 euros la bouteille. Hein. Elle va te l'acheter parce que c'est un réel besoin. Et donc, il faut vraiment trouver ce besoin. Il y a cette notion que, encore une fois, qu'un marketeur disait, il y a un point de bascule qui fait que le client, il se dit non, je ne peux pas faire autrement que de l'acheter parce que ça répond à un besoin. Et il faut trouver vraiment ce point de bascule-là.
Ce que je Et trouve donc, intéressant dans ouais. ta remarque et du point de bascule, c'est vrai qu'il y a le besoin, mais l'exemple que tu viens de citer, qui joue énormément et qui joue énormément en ce moment même, c'est le Mhm. contexte. C'est le contexte où tu te trouves qui aussi, comment dire, va faire que le besoin est plus ou moins grand. En confinement, comme la planète est en ce moment, ce n'est pas les mêmes besoins qui émergent qu'en temps normal. La montée du digital n'est plus la même à cause de cela. L'histoire de la bouteille d'eau et du désert, si ce n'était pas dans le désert, le besoin ne serait pas aussi marqué. Mais là, tu vois, par exemple, avec le confinement, il y a un point de bascule. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ne peuvent pas sortir. Pour un entrepreneur, c'est comment vendre un client, comment vendre les produits à un client sans forcément qu'il se déplace. Ouais. Alors forcément, tu as Amazon, forcément, ces grosses entreprises ont déjà des solutions et donc on achète. Mais Hein? pour quelqu'un qui a une petite entreprise, c'est vraiment, là, il y a ce point de bascule-là. Quelqu'un qui a une entreprise physique, il y a ce point de bascule-là. Et donc, en fait, il faut donc, c'est à la fois le positionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cible, et vraiment comment donner la valeur au client. Mhm. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, qu'on a changé tout à l'heure, qui est pour moi extrêmement important et qui, dans toutes ces stratégies, va être important sur la partie financement et sur la partie pour séduire le banquier dans son projet. C'est le système de revenus, c'est-à-dire euh, je vais dire le mot abonnement. On en a parlé et c'est vrai que beaucoup de gens ne pensent pas à transformer leur business model en abonnement. Et on le voit encore aujourd'hui, à cause du confinement, il y a des entreprises qui se tiennent, qui vont très, 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 très bien, même en physique. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un système d'abonnement qui fonctionne même quand les clients ne sont pas là. Alors, donne-nous un exemple, parce que abonnement, bon, ça peut parler quand on pense à salle de sport, par exemple. J'ai un abonnement. Quand j'ai mon abonnement sur Netflix, ok. Mais en tant que société, en tant qu'entrepreneur, quel que soit le domaine d'ailleurs, on ne parle pas que de la prestation de services, des activités de conseil ou de formation ou autre, mais comment ça se concrétise? Est-ce que tu aurais des exemples pour ça? Alors, euh, alors je ne sais pas si toutes les salles de sport continuent. Moi, en tant que banquier, je vois encore des abonnements de salles de sport qui sont prélevés sur les comptes des clients. Et pourtant, les clients sont chez eux. Ça, c'est quelque chose. Donc là, je me dis, ah, tiens, ce matin, c'est d'ailleurs ne serait-ce que ce matin, et je me suis dit, tiens, ça m'a interpellé. Je me dis, tiens, alors, cette entreprise gagne de l'argent, pourtant, les gens n'y vont pas, grâce à l'abonnement. Donc, j'ai trouvé ça pertinent. Alors, je pense, alors c'est vraiment à réfléchir, mais je pense qu'il y a beaucoup de bien de business, et je pense vraiment au physique, parce que c'est une problématique, c'est que les business physiques aujourd'hui qui sont fermés ne peuvent pas mais, le vendre, mais je vais prendre l'exemple d'un restaurant. Imaginons, voilà, le confinement est arrêté, enfin, il y a le déconfinement, et que tu dis, OK, moi je suis restaurateur et je veux changer de business model. En tout cas, je veux rajouter quelque chose de plus. Pourquoi pas proposer un abonnement à des clients qui te sont fidèles, des clients qui reviennent, que tu vois, qui reviennent régulièrement, en leur proposant quelque chose de plus, en disant, voilà, je vois que tu remanges 1 ou 2 fois par semaine, je te propose un abonnement sur 2 ou 3 mois, sur des offres où je te vendrai quelque chose en plus. Tu auras, je ne sais pas, la boisson gratuite, tu auras une offre gratuite, et que voilà, sur une offre courte, ça peut être sur 2, 3 mois, 6 mois, et, euh, et l'idée dans ça, c'est qu'à la fois tu arrives à fidéliser le client, mais un client te rapporte beaucoup plus que si tu allais chercher tout le temps des clients. Mhm. Donc ça existe. Les restaurants qui font qui font des abonnements. On le retrouve aussi bon, dans le golf, on le retrouve avec forcément l'abonnement à l'année. On retrouve ceci dans la boulangerie, avec des offres de pain. Voilà. On a souvent des gens qui viennent tous les jours, toutes les semaines, euh, acheter du pain. Pourquoi pas proposer un système d'abonnement avec des coffrets, des box, ou avec des offres particulières on proposerait aux clients en disant, voilà, vous êtes nos fidèles clients, on veut vous proposer quelque chose de plus. Et les gens en général se sentent valorisés. Alors là, on n'est pas
on n'est pas forcément dans une répondre à un problème, alors que si on pourrait éventuellement le faire, en disant, par exemple, je vous propose un abonnement, au lieu de vous déplacer à chaque fois, vous déplacer pour acheter du pain, moi, je vous propose un abonnement avec des offres supplémentaires. Et non seulement ça, vous ne vous déplacez pas, on vous l'emmène chez vous à domicile. Mhm. Donc ça peut être par exemple un Alors, moyen de pouvoir… c'est évident que là, on est dans la stratégie et en même temps, c'est très intéressant puisque toute stratégie se monnaie, bien Ouais. sûr. Au final, on voit vraiment cet aspect d'abonnement comme une valeur ajoutée. On pourrait même dire que ça crée justement, ça développe une fidélisation, un climat de confiance aussi avec ta clientèle. Mhm. C'est vraiment, ça fait penser vraiment à toute cette dynamique qui est très en vogue et nécessaire de sentiment d'appartenance, de créer une communauté autour de son service, de son produit. Mhm. Maintenant, pour avancer dans cette dimension de valeur ajoutée, tu me parlais dans la préparation de cette interview de tout ce qui est de l'ordre du financement, à la fois avec des organismes et aussi comment, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, comment les banques fonctionnent de façon générale. Alors déjà, je pense que j'ai déjà dit, mais je le répète, euh, pour les porteurs de projets, les futurs projets présentés dans l'avenir, je pense que les banquiers ou les gens qui vont accompagner les porteurs de projets seront extrêmement vigilants sur leur business model, d'accord? Et donc forcément pour le financement. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai un projet, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais en tout cas, j'ai un projet de création d'entreprise et je me fais accompagner parce que moi aussi, voilà, le financement, c'est le nerf de la guerre, c'est comment trouver des financements. Moi, on m'a recommandé BGE. BGE, je ne sais pas ce que je me rappelle plus ce que c'est, enfin le nom, Boutique de mais gestion d'entreprise, je crois. voilà, c'est ça. Et BGE qui, en tout cas, une association, si je ne m'abuse, qui est nationale. Il y en a en Guadeloupe, en fait, aux Antilles et en France, qui accompagne les porteurs de projets dans leur projet de création d'entreprise, à la fois au niveau du financement, mais aussi de l'accompagnement sur la stratégie marketing et autres. Et donc, je me fais accompagner. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai discuté avec le conseiller, le conseiller et il disait qu'il y a tout type de financement. Que vous soyez… Moi, ma crainte, c'est que voilà, je suis employé et je pensais qu'on ne pouvait pas avoir de financement parce qu'on se dit, voilà, je suis employé. Eh bien, si. Euh, que vous soyez au chômage, donc au Pôle emploi, que vous soyez salarié, quelle que soit la situation, apparemment, il y a des budgets alloués en fait à votre profil. Et donc, on a, ce que je trouve ça bien, donc j'étais rassuré. Donc, quel que soit votre profil, il y a moyen de trouver des financements. Donc, la BGE, je me fais accompagner aujourd'hui, donc c'est quelque chose que je vis. Alors, Dis-moi. juste une remarque, quand tu parles de financement, tu parles de financement à quel niveau? Pour la création? Alors, pour la création, c'est-à-dire le financement pour le matériel, pour la trésorerie. On ne parle pas de prêt dans ce cas-là. De quoi? De prêt? Si, si, si. On parle d'un Si. prêt à rembourser ou d'une bourse, si je puis dire, allouée. Euh, il y a les deux. Il y a les deux. Alors, vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a plein. Il y en a extrêmement. Me concernant, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, en fait, si c'était un prêt. Ça peut être des prêts à taux zéro, en tout cas. Euh, Alloués à un financement bancaire. Donc, il y a les deux. Voilà, donc, euh, en général, c'est souvent ça. C'est souvent soit un prêt à taux zéro alloué à un financement bancaire, ou soit une bourse, mais qui est louée à un financement. En Mhm. général, c'est les deux. Donc voilà. Donc moi, je me fais accompagner. Donc il y a la BGE que vous pouvez aller voir. Je vous invite vraiment à aller. En tout cas, moi, je suis tombé sur un conseiller vraiment extrêmement compétent et bienveillant. Il y a aussi l'ADI, l'ADIE, qui est aussi un organisme de micro-crédit.
ou si vraiment voilà, vous n'arrivez pas à trouver de financement, que les banques ne veulent pas vous suivre, l'ADI, c'est un organisme de microcrédit qui est beaucoup plus ouvert et où vous pouvez vraiment trouver des financements pour vos projets d'entreprise. Donc Donc, voilà, tous ces organismes sont un coup de pouce, on est d'accord, oui, mais n'enlèvent en rien l'étude de marché, le business model dont tu parlais tout à l'heure. ouais. Et en termes justement de trésorerie et de gestion des finances, on va dire, on sait très bien que dans la vie personnelle, dans la vie de tous les jours, on encourage généralement les foyers à avoir une répartition et comment dire, une perspective d'anticipation. Maintenant, en tant que Mhm. porteur de projet entrepreneur, quelle est ma perspective d'anticipation dans ma trésorerie? Qu'est-ce que tu conseilles pour ça? En tant que porteur de projet, je dirais que on avait fait le coefficient multiplié par 3 et par 6 pour avoir le chiffre d'affaires par rapport à ses revenus. Je pense qu'il faut aussi inclure la trésorerie, donc pourquoi pas même avoir un coefficient beaucoup plus élevé. Et que dans la recherche de financement, et je pense que le conseiller d'entreprise, création d'entreprise, il le dit, c'est vraiment de ne pas négliger à la fois dans le financement, quand on commence, le, à la fois ses revenus, mais aussi à la fois la trésorerie. C'est vraiment l'une des plus grandes erreurs que certains porteurs de projets font, c'est de négliger cette trésorerie. Elle est extrêmement importante, on le voit aujourd'hui. Je connais des entreprises qui malgré le confinement, ont une trésorerie, qui ne peuvent pas vendre, mais qui ont une trésorerie pour tenir le coup pendant un certain temps. Ça, c'est un point. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et pour les entreprises, enfin, je pense que c'est plus un conseil pour l'avenir, parce que là, bon, ben, forcément, je sais qu'il y a un contexte économique, et que c'est quelquefois extrêmement difficile de pouvoir vendre ses produits parce qu'il y a une concurrence ou il y a énormément de choses, mais en finance personnelle, là je pars au particulier, on a tendance à dire qu'il faut avoir un fonds de sécurité, Mhm, c'est-à-dire avoir de l'argent de côté. mhm, Ça va au début d'un mois de revenus de côté pour pouvoir, au cas où, s'il y a un souci, de pouvoir anticiper, en tout cas pouvoir répondre à ces problèmes. On a un frigo en panne, etc. On sait qu'on a ça à côté pour pouvoir répondre à ce problème. mhm. Et en finance personnelle, toutes les formations que vous pouvez avoir disent voilà, il y a ce fonds, il y a ce qu'on appelle le B, ils appellent ça en anglais le Baby Step One. Après, de pouvoir mettre encore de l'argent de côté pour avoir à peu près 6 mois à 1 an de côté. Alors, c'est pas forcément évident, c'est clair, mais il faut au moins avoir une vision. Moi-même, quand je suis, comme le fait que je sois banquier, je dis aux clients, voilà, dans votre stratégie, il faut absolument, financière, il faut absolument avoir de l'argent de côté, ce matelas de sécurité-là. On ne va pas faire de projets, je ne sais pas, d'assurance vie, de projets d'épargne sur de long terme si sur du court terme, vous n'avez rien. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas, qu'on ne le fait pas assez pour les entrepreneurs et pour les créateurs de projets. C'est-à-dire que dans votre stratégie financière, il faut absolument que vous mettiez de l'argent de côté. Et donc, Alors, cette trésorerie est extrêmement importante. concrètement, bon, Alors, je suis entrepreneur. moi, Comment j'accrois ma trésorerie? C'est ça la question. Comment j'accrois ma trésorerie du coup? Si je veux le faire, mais comment je le fais? on a parlé bien sûr de la valeur et forcément, éventuellement, augmenter les tarifs pour pouvoir apporter cette valeur. Et ça fait c'est une manière de pouvoir aussi euh, forcément développer ses revenus. Mais ça, je le tiens dans un entrepreneur qui disait, voilà, à chaque fois, c'est bête, encore une fois, c'est des principes tout bêtes, on se dit, mais oui, on le sait. Euh, mais lui, c'était vraiment quelque chose qui tient, et c'est d'ailleurs lui il a une trésorerie de 2 ans sur son compte en banque. Il ne peut pas vendre aujourd'hui, mais il dit, voilà, crise, ça va, je la vivrai bien. Je la vivrai bien. Enfin, Hmm. si ça ne dure pas non plus 4-5 ans non plus, ok, mais il a quand même 2 ans devant lui d'épargne, de trésorerie qui fait qu'il va tenir. Et comment lui il a fait? Il a dit voilà, moi chaque fois que je gagne de l'argent, bien entendu, cet argent, il y a une partie pour les charges, mais dans ses revenus, en tout cas dans le chiffre d'affaires, il met toujours de l'argent de côté.
10 à 20% de ce qu'il gagne, il met de l'argent de côté pour sa trésorerie. Et il n'en démord pas. Et c'est comme ça. Et même, il va encore plus loin, c'est que forcément, il a des revenus, mais aussi des bénéfices. Il anticipe ses bénéfices. C'est-à-dire que il sait à peu près combien il va avoir avec son comptable, il a déjà vu. Il sait combien il va avoir de bénéfices à peu près pour la fin de l'année par rapport à sa projection. Au lieu de se dire je vais avoir ça à la fin de l'année, chaque mois, il met une partie de son bénéfice à côté. Donc, trésorerie bénéfice, il le met à côté. Ce qui fait qu'il a anticipé ça. Et aujourd'hui, quand j'ai vu des vidéos de lui en expliquant, il disait voilà, moi ça va, je suis bluffé. Et pour moi, c'est un exemple à suivre. Donc, moi, je vous invite, pour les porteurs de projet, de penser déjà, de le faire dès le début. Alors, pour les entrepreneurs aujourd'hui, ça peut être un peu plus compliqué parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé. Certains se trouvent en difficulté et je compatis. Moi, je parle à des entrepreneurs qui m'appellent au téléphone, qui recherchent des informations, notamment sur les différentes aides de l'État. On en a parlé aussi un petit peu. Bon, je pense que beaucoup sont au courant par rapport aux prêts garantis de l'État. Sous condition, je ne dis pas que tout le monde va l'avoir. Tout dépend du statut. On a parlé de l'auto-entrepreneur tout à l'heure. Malheureusement, qui n'aura pas grand-chose, et encore sur certaines conditions. Mais je dirais plutôt, si vous avez la possibilité d'avoir ce prêt, faites-le. Faites-le. Donc là, petite précision, tu parles d'un prêt accordé, garanti par l'État de 25% de chiffre d'affaires. 25% du chiffre d'affaires, je crois, de l'année précédente, si je ne m'abuse. Pardonnez-moi si je fais une erreur. On parle de la situation Covid, hein. Effectivement, ce prêt est en cours par rapport à la crise que nous traversons actuellement. Mais après, c'est à vous de vous renseigner sur les détails précis. Oui. Comme je disais, je ne vais pas rentrer dans le technique et je ne voulais pas forcément parce que ça prend des heures après. Mais je pense que quand on est entrepreneur, on est là aussi pour chercher, on est là aussi pour trouver des informations. Mais je pense qu'il faut vraiment le prendre, cet argent. Par contre, je pense qu'il faut vraiment bien le gérer en bon père de famille. Alors, je sais que c'est difficile à dire, on a beaucoup de pression, que ce prêt, c'est un prêt, donc il va falloir le rembourser. Il me semble que c'est dans un an. C'est à peu près pour un an. Et il va falloir le rembourser. Et forcément, je sais qu'il y a des choses à payer. Il y a peut-être des fournisseurs, il y a des choses à payer. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment aussi d'utiliser cet argent, en tout cas une partie, pour justement penser, encore une fois, je reviens à ça, c'est repenser son business model autrement. Et à demander d'ailleurs ce prêt à votre banque, éventuellement repenser votre business model et le présenter au banquier. Je pense que ça peut être un moyen de pouvoir le faire lever un petit peu plus d'argent. Donc, tu veux dire ça peut convaincre le banquier de travailler différemment, peut-être même plus. Il faut être proactif en fait dans l'histoire. Concrètement, utiliser ce temps qui nous est imposé pour revoir les stratégies, les positions, utiliser peut-être cet argent prêté pour demander conseil, se former, c'est ce que tu es en train de nous dire, hein? Oui. Et ensuite, alors, parce que c'est bien beau de gérer la crise, je veux dire, mais quelles pratiques pouvons-nous mettre en place pour, j'allais dire, entre guillemets, ne plus retomber dans les mêmes travers? Alors, quelle pratique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quel plan d'action? Tu nous as donné beaucoup de conseils. Maintenant, voilà, je suis un jeune entrepreneur, je suis un porteur de projet, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit. Mon premier pas, comme on dit, le premier pas le plus petit, le plus facile que je puisse mettre en place. Avec quoi? Avec le financement que tu as eu, c'est ça? Oui. Bon, sauver les meubles déjà, c'est clair. Non, sauver les meubles, non, c'est vraiment important. Je pense que, bon,
je discute avec, je discute beaucoup avec beaucoup d'entrepreneurs durant ce confinement. Euh, la première action, enfin, je vais parler stratégie encore. C'est vraiment une question de stratégie. C'est prendre du recul par rapport à vraiment pour l'entrepreneur, c'est prendre du recul. Rester calme par rapport à la situation. Euh, Sauver les meubles, essayer de sauver les meubles de ce qui est possible de sauver, c'est-à-dire renégocier, forcément, vous l'avez certainement déjà fait, renégocier avec les fournisseurs, renégocier avec pour les loyers, tout ceci, pour voir exactement où vous en êtes. Qu'est-ce qui est possible de pouvoir retarder? Ça me fait penser que normalement, si vous ne l'avez pas fait, ou si le banquier ne l'a pas fait, les reports de prêts pour les entrepreneurs sont faits automatiquement, donc à vérifier. Tous les prêts des entrepreneurs sont reportés. Donc ça permet déjà d'avoir une bouffée d'oxygène. Donc ça, c'est très, très important. Donc si vous avez déjà ça, c'est encore une fois prendre du recul par rapport à l'entreprise et se dire, voilà, comment je peux gagner un petit peu plus d'argent et comment je peux me repositionner. C'est vraiment ça, je pense. C'est vraiment, la première action, c'est sauver les meubles, prendre du recul par rapport à après prendre du recul par rapport à son entreprise, sortir de la tête de l'eau et c'est réfléchir à travailler différemment. Est-ce que tu conseillerais de façon pratique, par exemple, un entrepreneur qui se payait avec un fonctionnement qui était le tien auparavant et qui se payait un certain montant, de baisser son indemnité, mais justement d'utiliser cet écart entre son ancienne paye, on va dire, et l'actuelle, pour justement mettre de la trésorerie de côté. Donc, accepter ou céder à une indemnité à court terme moindre, mais pour justement se projeter et avoir une plus grande trésorerie, peut-être des fonds pour investir par la suite, etc. Chaque cas est différent. Je ne peux pas forcément donner un conseil unique. Mmh. Moi, ce que j'ai pu voir, j'ai discuté avec une dame qui est une entreprise. Elle vend, si je me rappelle, des verres, de la verrerie, je crois, pour les restaurants. Et eux, ils ont choisi, ils ont une trésorerie quand même qui, ça va. Et ils se sont dit, eux, ils se sont posé la question, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on attend que tout euh, reprenne ou est-ce qu'on anticipe cette reprise parce qu'il y aura des besoins euh, pour les restaurants ou pour pour leurs clients et on se prépare à ça. Et eux, ils ont choisi plutôt de se préparer, d'anticiper la reprise. D'accord. Donc, ils auraient pu se dire, voilà, on préserve notre trésorerie au cas où, parce que. Donc, ils ont plutôt plus fait une stratégie d'attaque, c'est-à-dire, nous, on sait que on utilise une partie de notre trésorerie pour pouvoir commander les produits que les clients ont besoin. Et dès qu'il y aura des confinements et dès qu'on aura les demandes, on pourra livrer tout de suite. On ne dira pas aux clients, il faut attendre 3 semaines parce que bon, voilà, le temps que ça reparte. Et en fait, eux, ils ont choisi cette stratégie. Donc vraiment, encore une fois, et c'est là en fait que je reviens encore sur ce côté-là, ce qu'elle m'a dit, c'est on a réfléchi, on s'est posé les questions, on prend peut-être un risque, mais on a choisi cette stratégie parce qu'on pense que. Mmh. Et en fait, dans cette phrase que je revois, je le répète, c'est que on a pris du recul, on sait qu'il y a un problème, on ne vend plus, mais on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait dès que tout va s'ouvrir? Mmh. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et se former, utiliser peut-être aussi une partie de ce financement qu'on a ou de cette trésorerie pour se former. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui ne se forment pas à la stratégie marketing. Si on Mmh. n'a pas de stratégie, on n'a pas de plan, pareil quand on fait une maison, quand tu n'as pas de plan, bah, ta maison, je ne sais pas comment tu fais pour rester. Donc, c'est vraiment se poser, se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et se former. Il y a aujourd'hui des formations. Euh, Moi, je ne me vois pas, par exemple, moi, je me forme pour ma création d'entreprise. Je me forme, je passe des heures.
à me former sur, voilà, sur comment je vais présenter les produits, comment je vais faire la publicité, quel type de réseau, quel type de client, comment je me positionne. Je me forme. Pour moi, il est important de se former avant d'en créer une entreprise. Et donc, pour ceux qui n'ont pas pu ou peut-être qui sont autodidactes, je pense qu'il est quand même nécessaire de le faire, de se former à ça. Les stratégies changent, le monde change. Le confinement va faire qu'il y aura des choses qui vont changer. Il y aura de nouvelles entreprises, mais il y aura aussi des entreprises qui vont fermer parce que justement, peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps justement de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. En fait, tu nous conseilles de cultiver cette fibre entrepreneuriale et de la nourrir et surtout d'aller chercher des compléments de compétences, d'informations là où peut-être ce n'est pas naturel pour l'un ou pour l'autre et toujours de penser en termes de chiffres, un projet, un service, une valeur ajoutée, ça se chiffre, ça se comptabilise, ça s'épargne, ça s'investit, on l'espère et on vous le souhaite en tout cas. Merci Rona, de leur tourne. Alors, Oui. avant la dernière question habituelle, déjà, je voudrais savoir si de ton côté, il y a peut-être quelque chose que tu aimerais ajouter, un petit conseil, une astuce à faire, ne pas faire, en résumé pour tous ceux qui nous regardent. Alors, c'est pas, est-ce que c'est un conseil? Non. Il y a quelque chose que, alors ça c'est vraiment pour les créateurs, mais aussi pour les entrepreneurs. On va parler, c'est encore une question de financement, de formation et de se former sur la stratégie, se former. Beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas, mais il existe des fonds de formation que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que vous payez une formation. Si cette formation est éligible on va dire, aux critères de l'État, ces formations peuvent vous être remboursées en grande partie. Et ces fonds-là, ce sont régulièrement, chaque année, vous avez le droit de vous former, de vous former, de vous former. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir le faire. C'est une manière, ça peut être un tremplin, même si on est auto-entrepreneur, vous avez des fonds de formation chaque année pour pouvoir vous former. Et donc, c'est une manière de pouvoir renforcer votre entreprise. Il faut renforcer votre entreprise et pouvoir gagner de l'argent. Donc ça, pour moi, ce serait le conseil, c'est vous dire, voilà, comment je peux me former pour pouvoir justement gagner beaucoup d'argent, forcément. On est là, quand on crée une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Et vous pouvez vous faire rembourser. Donc, utilisez cette astuce-là. Merci Ronald pour cette dernière recommandation. Et comme à l'accoutumée, j'aime bien poser des questions puisque je vis en Guadeloupe et ce beau cadre, cette belle zone géographique des Antilles est chère à nos cœurs. Et toi, tu es d'origine martiniquaise aussi. Oui, puis j'ai vécu. En Guadeloupe. C'est là d'ailleurs où nous nous sommes rencontrés. En effet. Alors, bien ma question, c'est pour tout ce potentiel antillais et bien évidemment, vous tous qui nous regardez, si vous n'êtes pas des Antilles, c'est bien sûr que vous pouvez prendre aussi les conseils. Ce n'est pas du tout exclusif, mais c'est plutôt une note privilégiée pour tous ceux qui nous regardent et qui sont guadeloupéens, martiniquais. Ce potentiel magnifique d'entrepreneuriat qu'il y a sur nos îles. Quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui ont des projets, ceux qui entreprennent en Guadeloupe? Les Antilles, c'est un merveilleux laboratoire pour créer une entreprise. Alors déjà, l'aspect économique fait que, il y a un taux de chômage extrêmement élevé, je crois qu'on est de l'ordre de 20%, si je ne m'abuse, fait qu'on est obligé, entre guillemets, on se sent poussé à créer une entreprise. Il faut le faire. Alors pourquoi je dis que c'est un excellent laboratoire? C'est parce que je ne le pensais pas. C'est lors d'une discussion avec un copain qui disait que il y a des problématiques aux Antilles qu'on peut résoudre. On parle encore de résoudre un problème pour la création d'entreprise, et que en résolvant ce problème en Guadeloupe ou en Guadeloupe, Martinique, en Guyane, on va développer, on va dire, des business models inédits qu'on n'aurait pas pensé si on était en France.
et qui peuvent après servir, et qui peuvent changer, je dirais, qui peuvent servir, qui peuvent être vendus en France, mais qui peuvent à la fois aussi, je pense, changer le monde. Mhm. Je vais donner un exemple. Un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est un copain, c'est un très très bon copain de collège. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat et lui, il est entrepreneur aujourd'hui. Il a une belle entreprise en Guadeloupe. Et il me dit, tu sais, il me parlait de ça. Il me dit, la Guadeloupe, en tout cas, peut être. On peut apporter quelque chose au monde en créant une entreprise en Guadeloupe. Alors je lui dis, explique-moi, je ne comprends pas. Il me dit, voilà, et c'est vrai, dans le monde bancaire, il y a un risque très très élevé au niveau bancaire aux Antilles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des défauts de remboursement de prêts, bref, un risque très élevé. Et en fait, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations qui n'ont plus accès à des comptes en banque parce qu'ils sont fichés à la banque, etc. Et Mhm. donc, c'est une vraie problématique. Comment tu fais pour pouvoir gagner de l'argent si tu n'as pas de compte en banque? C'est une grosse, grosse problématique. C'est un gros problème. Et en fait, ils se sont dit, donc le copain, je parle avec des amis, qu'il faut trouver une solution de pouvoir créer un compte en banque avec un autre système de distribution pour pouvoir proposer des comptes en banque Mhm. aux gens qui n'en ont pas. Et c'est là que c'est. Et là, il me dit, le compte nickel est vraiment. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, l'origine même, en tout cas, les fondements du compte nickel, le compte nickel, ce que je rappelle, c'est un compte qu'on peut ouvrir simplement en allant chez un buraliste ou même sur Internet, où on a un RIB, un compte, bien sûr, on ne peut pas faire du découvert avec, et une carte. Et donc, en fait, là encore, c'est innovant parce que ce n'est plus le banquier qui ouvre le compte, c'est un buraliste ou c'est Internet. Mhm. Et on peut ouvrir un compte, même si on a des soucis. Et je trouve ça, ou même si la banque nous refuse d'ouvrir un compte, on peut ouvrir un compte. Et donc, il m'a dit, après ce modèle-là, ce business model, il l'a vendu. Ils l'ont vendu, en fait, à un groupe bancaire. Euh, et depuis, et je pense que, et en France maintenant, en France, ce système de compte nickel répond à un besoin de gens qui ont aussi, besoin de compte en banque. Donc c'est parti d'une problématique qu'on avait dans une île, Ouais. petite île, et ça s'est ouvert au national en France. Et peut-être que même d'autres choses, peut-être que dans d'autres pays, il y a cette problématique et ça peut vraiment répondre à un besoin. Donc en fait, en d'autres termes, j'encourage vraiment les entrepreneurs à continuer à créer des entreprises, que notre île, nos îles, sur nos îles, on peut développer des business models innovants qui peuvent, et j'ose le dire, qui peuvent changer le monde, qui Mhm. peuvent influer sur le monde. Donc Merci. vraiment, j'encourage vraiment à le faire. Faites-le, innovons, dans tous les domaines. On a des forêts, oui, on a des forêts, on a des rivières, on a des problèmes d'eau, par exemple, on a des problèmes d'électricité. Comment trouver des solutions à ces problèmes-là? Ne pas forcément attendre sur l'État, ne pas forcément, mais innover. Mhm. Donc vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Merci Ronald pour ce conseil précieux qui me fait rebondir, vous tous qui nous écoutez, sur le fait que vous vivez, vous aussi, dans un contexte culturel, économique précis, un quartier d'une grande ville, un village peut-être, qu'importe où vous vous situez, mais effectivement, ce que vous avez dans les mains, votre activité, si vous l'inscrivez dans le contexte, c'est le contexte dont on parlait tout à l'heure, peut devenir une valeur ajoutée et effectivement peut devenir un exemple aussi pour d'autres. Mais c'est vraiment important, je crois, aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, de voir aussi cet aspect géographique, contextuel, qui peut du coup avoir un impact bien au-delà de nos frontières. Merci En effet. Ronald pour cette interview, merci pour ta flexibilité. Je m'excuse encore auprès de tous les internautes qui nous ont regardés, qui nous ont attendus, qui vont nous regarder en différé. Sachez que nous sommes là pour répondre à vos questions dans les commentaires, même si ce sera en décalé. Ronald se fera un plaisir de répondre. Oui. Je suis très honorée de t'avoir interviewé parce que je sais que tu vas être une force de proposition et d'une grande valeur ajoutée dans les mois et les années qui vont venir.
Donc, j'aurais eu la primeur de t'interviewer, mon cher ami. En tous les cas, si vous avez des questions marketing, digital, finance, gestion, eh bien, Ronald, de toute façon, est là et vous aurez ses coordonnées. N'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Pour ma part, je vous souhaite une bonne semaine. Nous allons régler ces problèmes de connexion, je l'espère, au plus vite, mais on va continuer dans ces interviews. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain live et merci de votre attention. Merci Ronald. Et donc, à très bientôt. À très bientôt. Bye. Ciao.